Avant de commencer, je vous invite à faire une chose simple. Prenez une inspiration profonde, puis relâchez. Laissez de côté pour quelques instants ce que vous croyez savoir. Prenez le temps d'élargir votre perception du monde qui vous entoure et de votre corps. Et permettez-moi de vous remercier pour ces quelques minutes de votre précieux temps que vous accordez à l'écoute de ce podcast. C'est un geste simple qui me motive et je vous en remercie encore. Aujourd'hui, nous allons parler de nos ombres. Pourquoi aborder le sujet de l'ombre lorsque l'on parle du vieillissement ? En réalité, quand on parle de rajeunissement, de vitalité, de spiritualité, on aime souvent évoquer la lumière, la paix, la joie, l'harmonie. Il y a un élément sans lequel rien de tout cela ne peut véritablement émerger. L'ombre, souvenez-vous, le fameux symbole du Tao dans lequel l'ombre et la lumière s'interpénètrent en permanence, l'un ne pouvant exister sans l'autre. Donc l'ombre, ne la considérons pas comme quelque chose de mauvais, mais plutôt comme une dimension incontournable de l'être humain. Rappelons la fameuse phrase de Carl Jung, « Nul arbre ne peut croître jusqu'au ciel sans que ses racines n'atteignent l'enfer ». Aujourd'hui, nous allons parler de ce que cette phrase signifie réellement et pourquoi elle est essentielle pour rester vivant, vibrant et intérieurement jeune. Voyons d'abord ce qu'est réellement l'ombre. L'ombre, ce n'est pas ce qui est mal, c'est ce qui est refoulé, ce que nous ne voulons pas voir, ce que nous n'avons jamais appris à accueillir. Cela peut être la colère, la jalousie, le désir, la peur, l'ambition, la tristesse, la vulnérabilité, des parts naturelles humaines qui deviennent problématiques non pas parce qu'elles existent, mais parce qu'elles sont niées. Donc l'ombre n'est pas l'ennemi de la lumière, elle est son socle. Ce que nous refusons de reconnaître en nous ne disparaît jamais. Cela agit depuis l'inconscient. La tentation est-elle une ennemie ou une alliée ? Voici une idée forte, souvent mal comprise. La tentation n'est pas là pour nous faire tomber. Elle est là pour nous faire grandir. Il n'y a aucune gloire à vaincre sans péril. Aucune évolution sans friction, aucune solidité sans résistance. Sans tentation, pas de discernement, pas de choix, pas de maturité. Un être qui n'est jamais tenté n'est pas libre, il est simplement conditionné. Existe-t-il d'ailleurs ? La tentation révèle ce qui n'est pas encore intégré. Elle met en lumière les zones fragiles, les désirs mal compris, les manques non reconnus. Elle est en réalité une épreuve initiatique, pas une faute morale. Face à l'ombre, nous avons souvent deux extrêmes. La répression, je dois être parfait, je dois éliminer ce qui est sombre pour moi, ou l'abandon, je suis comme ça, je fais ce que je veux, je ne suis qu'un être humain. La voie du milieu ne nie rien, elle ne justifie rien. Elle observe, elle intègre, elle transforme. Accueillir une pulsion ne signifie pas la suivre. La refouler ne signifie pas la transcender. Entre ces deux pôles se trouve la conscience. Pourquoi tout ça est-il si important quand on parle de rajeunissement ? Parce que ce qui nous vieillit le plus, ce n'est pas le temps. C'est, souvenez-vous, la rigidité, le refoulement, la répétition inconsciente, la lutte intérieure permanente. Un être qui intègre son ombre cesse de se battre contre lui-même.
Et cette pacification intérieure libère une énergie considérable. L'énergie autrefois utilisée pour nier devient disponible pour créer, aimer, évoluer. La vitalité renaît là où cesse le conflit intérieur. Et nous allons à nouveau faire référence à Confucius, à Carl Jung et à la sagesse universelle. Confucius parlait déjà de l'importance de la justesse de l'équilibre, du dépassement des extrêmes. Et Carl Jung, des siècles plus tard, a mis des mots modernes sur cette même sagesse. L'humain ne devient entier qu'en intégrant ses polarités, pas en supprimant l'une au profit de l'autre. La voie du milieu, ce n'est pas être tiède, c'est être entier et le reconnaître. Revenons donc aux blessures de l'âme, ce que l'ombre nous raconte. Les blessures de l'âme ont été popularisées notamment par Lise Bourbeau. À l'origine, elle en décrivait 5. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Aujourd'hui, certains auteurs y ajoutent encore 2 autres dimensions, souvent associées aux 5 premières. Il s'agit de la non-reconnaissance et de la maltraitance. On parle donc de 7 blessures de l'âme, mais non pas comme un dogme, mais comme une cartographie intérieure possible. En général, je n'aime pas catégoriser et mettre dans des tiroirs la globalité d'une personne. Mais si ça permet de mieux comprendre, n'hésitons pas. Les blessures ne sont pas des étiquettes, ce sont des empreintes émotionnelles, souvent précoces, qui influencent notre manière d'aimer, de nous protéger, de nous affirmer ou de nous effacer. Elles façonnent notre personnalité, mais aussi notre rapport au corps. Je développerai davantage ce concept dans un épisode futur. Le lien entre les blessures émotionnelles et les maladies physiques est ancien. Toutes les médecines traditionnelles l'avaient compris. Une émotion refoulée ne disparaît jamais, elle cherche une voie d'expression. Lorsque la parole n'est plus possible, le corps parle. On parle alors de manifestations psychosomatiques, quelque chose qui a longtemps été moqué par la médecine conventionnelle. Nous l'avons vu dans l'épisode précédent, une colère non exprimée peut se traduire par des troubles digestifs, un chagrin enfoui par des atteintes respiratoires, un stress prolongé par des migraines ou des troubles cutanés. Il ne s'agit pas de dire que toute maladie est psychologique, mais que certaines maladies peuvent être le langage du non-dit intérieur. Et souvent, les blessures de l'âme créent des schémas répétitifs. Une blessure de rejet peut conduire à des dépendances affectives ou à l'autosabotage. Une blessure d'injustice peut engendrer une hyperexigence, de l'anxiété chronique, une tension permanente. Le corps ne fait que suivre la trajectoire de l'âme blessée. Mais la maladie peut blesser l'âme à son tour. La relation ne va pas dans un seul sens. Si les blessures émotionnelles peuvent provoquer des maladies physiques, l'inverse est tout aussi vrai. Une maladie grave ou chronique peut devenir elle-même une blessure de l'âme. Elle peut engendrer anxiété, dépression, colère, sentiment d'injustice, perte de confiance en soi. La maladie peut fracturer l'identité. Je ne suis plus celui que j'étais. Je n'ai plus le contrôle. Cela peut également survenir après un accident. Et parfois, ce n'est plus seulement le corps qui souffre, mais le sens même de la vie qui est atteint. Nous sommes alors face à une véritable boucle de rétroaction. Le corps affecte l'âme affecte le corps, et chacun s'auto-alimente.
Alors comment rompre la boucle? Et là, la science et la conscience travaillent ensemble. C'est ici que l'approche de la voie du milieu est, à mon avis, particulièrement juste. Rompre cette boucle nécessite une approche globale. Le médicament n'est pas l'ennemi de l'âme, il peut être un allié. Un traitement médical va permettre de calmer la douleur, par exemple, de réduire l'inflammation, de restaurer l'énergie. Et lorsque le corps s'apaise, l'âme peut enfin travailler. Le médicament devient alors un outil de rupture de la boucle, pas une négation du sens. Il offre un espace où l'introspection devient possible, où la peur diminue, où la conscience peut émerger. C'est exactement cela, la voie du milieu. Ni tout chimique, ni tout spirituel. Une alliance respectueuse entre les deux. Nous ne guérissons pas seulement avec des molécules, certes, mais nous ne guérissons pas seulement avec des intentions. Nous guérissons lorsque le corps, l'âme et l'esprit cessent de se combattre et commencent à coopérer. Si d'aucuns peuvent le faire sans médicaments, tant mieux. Mais je crains que ça ne soit pas le cas pour tout le monde et donc nous devons rester ouverts à toutes les possibilités qui nous sont offertes. Les blessures de l'âme ne sont donc pas des condamnations, elles sont des portes vers plus de conscience, plus de justesse, plus de vie. En conclusion, nous dirons que accueillir son ombre, traverser ses tentations sans s'y perdre ni les nier, c'est une manière de rester conscient. C'est ainsi que l'on devient plus libre, plus stable, plus lumineux et, paradoxalement, plus jeune intérieurement. Avant de nous quitter, prenez un instant. Respirez. Une grande inspiration suivie d'une longue expiration de 6 secondes. Écoutez ce qui en vous cherche à rester vivant. La vérité n'est jamais dans l'excès, elle se révèle dans la justesse, l'équilibre et l'écoute du cœur. À très bientôt sur la voie du milieu.